Je pense qu'on peut commencer. Volley Bright, on est à 23 participants. Je pense qu'il est temps de commencer. Ouais, Sidi c'est Marhaba bik Nescol. Sans plus tarder, je vais passer à la présentation. Alors, Barbi Houdé vérifie, je suis bien en plein écran là. C'est mon fait Nescol. ça va, ça Oui. marche. Très bien, ok. Alors, bonjour tout le monde. Inch'Allah Ramadan comme Mabrouk, yahikum al-mthil ou bil-khir. Alors, c'est un plaisir encore plus prononcé dans le sens que c'est la première fois dans notre CEC de Contacto qu'on fait cette journée dédiée à la surface oculaire. La surface oculaire qui est une partie très importante pour la contactologie et j'aurai le plaisir de commencer cette journée en parlant de la pathologie infectieuse, inflammatoire, dissimilitaire de la conjonctive. En fait, la conjonctive, comme vous le savez tous, c'est une muqueuse transparente, richement vascularisée et innervée. Et en fait, toute inflammation ou infection conjonctivale va nous donner les fameux 4 signes de réaction inflammatoire qui sont secondaires à l'afflux de plasma vers le site inflammatoire. On aura des douleurs qui est secondaire à l'irritation des nerfs nociceptifs, une chaleur due à la congestion et l'irritation des nerfs thermorécepteurs, une rougeur secondaire à la vasodilatation vasculaire et un gonflement, bien entendu, le chémosis. Et puis, on aura un syndrome commun des inflammations conjonctivales avec des signes fonctionnels, des démangeaisons, des picotements, une sensation de corps étranger, une sensation de grains de sable, un larmoiement, une photophobie modérée. N'oubliez pas, une photophobie très importante va nous orienter plutôt vers une pathologie cornéenne. Dans notre examen physique, a priori, l'acuité visuelle est conservée, bien entendu, si la cornée est saine. Il peut exister un œdème palpébral, une hypersécrétion. Et cette hypersécrétion, elle peut être aqueuse, séromuqueuse, muqueuse, purulente, avec des fausses membranes. Et bien entendu, on aura la fameuse hyperémie conjonctivale qui, elle, va prédominer au niveau des cul-de-sac conjonctifs. Et bien entendu, on peut avoir un œdème conjonctival qu'on appelle le chémosis. Et puis, ce syndrome commun des inflammations conjonctivales, au niveau de l'examen physique, on peut avoir des papilles, qui est une hyperplasie tissulaire centrée sur un axe vasculaire, ou des follicules, qui sont des nodules hémisphériques, translucides ou opalescents, saillants sous l'épithélium conjonctival et séparés les uns des autres. On peut aussi avoir des suffusions hémorragiques sous-conjonctivales. Et puis, n'oubliez pas, mes amis, que si on a un passage à la chronicité des lésions conjonctivales, on peut avoir des lésions fibrosantes et synéchiantes avec des altérations de la surface oculaire et, secondairement, des lésions cornéennes cécitées. Alors, les inflammations de la muqueuse conjonctivale sont communément appelées conjonctivites. C'est des affections très fréquentes, leurs étiologies sont nombreuses et variées, elles réalisent des tableaux cliniques polymorphes. Certaines étiologies évoluent par petites épidémies et bien entendu, elles auront un impact socio-économique et un taux d'absentéisme qui sont élevés, ce qui en fait un problème de santé publique. Alors, je vais commencer par parler des pathologies infectieuses de la conjonctive, les conjonctivites bactériennes ou virales, un petit mot sur les conjonctivites fongiques, les pathologies inflammatoires non infectieuses de la conjonctive. Bien entendu, je vais parler en long et en large des conjonctivites allergiques, puis je vais passer en revue les pathologies dissimilitaires de la conjonctive. Alors, les conjonctivites infectieuses posent un problème diagnostique quant à l'origine bactérienne ou virale de l'infection. Elles sont réputées être bénignes, mais des complications conjonctivales ou cornéennes peuvent se voir. Il s'agit de conjonctivites unilatérales qui se bilatéralisent secondairement dans la plupart des cas, et la présence de sécrétions purulentes avec les yeux collés le matin va nous orienter plutôt vers l'origine bactérienne. La présence de follicules va orienter vers une infection virale ou à chlamydia. Et n'oubliez pas que les règles d'hygiène personnelle et collective doivent être mises en place
afin de limiter la contamination. Alors, pour ce faire, je vais commencer par le cas clinique, un cas clinique d'un nouveau-né âgé de 3 jours qui est amené par ses parents pour un œdème palpébral et des sécrétions purulentes aux 2 yeux. À l'interrogatoire, l'accouchement s'est déroulé à domicile sans incident et les sécrétions ont commencé il y a quelques heures. Voilà, à l'examen, on a des sécrétions purulentes aux 2 yeux avec un léger œdème des paupières supérieures et inférieures et bien entendu, la cornée est claire pour l'instant. Alors, on va plutôt penser à une conjonctivite gonococcique néonatale. Et la complication la plus grave à craindre dans ce cas, c'est l'évolution vers une perforation cornéenne. Et quelles mesures préventives auraient évité cette infection? Bien entendu, l'instillation obligatoire et systématique à la naissance d'un collier antibiotique à large spectre. Et là, si vous permettez, mes amis, je vais ouvrir une petite parenthèse quant à l'instillation obligatoire et systématique d'un collier antibiotique à large spectre. En fait, dans les nouvelles recommandations françaises, il n'est plus obligatoire et systématique d'instiller l'antibiotique à large spectre et on parle de résistance bactérienne, etc., etc., etc. Mais mes amis, n'oubliez pas qu'on est en train de vivre dans un contexte particulier, dans un pays émergent, et que les recommandations actuelles de l'Organisation mondiale de la santé imposent le fait d'instiller un collier antibiotique à large spectre à la naissance afin d'éviter les conjonctivites et les kératites néonatales. En plus, il y a une revue Cochrane qui est sortie il y a 2 ans et qui a parlé, certes, que dans les pays développés, il n'y a plus une réelle importance de cette installation systématique obligatoire, mais elle dit que quand on instille cette antibiothérapie, c'est vrai que ça ne diminue pas les gonococcies néonatales, mais ça diminue les conjonctivites néonatales communes. Et en plus, bien entendu, on n'instille plus le nitrate d'argent, on peut instiller d'autres antibiotiques plus récents. Donc, dans le contexte actuel de la Tunisie, il faut continuer à instiller obligatoirement et systématiquement à la naissance un collier antibiotique à large spectre. Et dans quelques minutes, je vais encore ouvrir une autre parenthèse vis-à-vis de la mise des patients qui ont une conjonctivite bactérienne sous antibiotiques. Alors, comment confirmer le diagnostic de conjonctivite néonatale? Écouvillonnage conjonctival plus examen bactériaux. Et là, on va voir un diplocoque gram négatif en grain de café, ce qui nous donne la confirmation étiologique gonococcique. Alors, la conduite à tenir, Rocéfine 50 mg kg, une injection en IM, lavage oculaire au sérum phi, une pommade à l'oxytracycline et, bien entendu, n'oubliez pas d'adresser les parents pour examen et traitement d'une éventuelle gonococcie. Les conjonctivites bactériennes sont caractérisées par un début brutal, des sécrétions profuses, épaisses, purulentes, avec une hyperémie conjonctivale qui prédomine dans le cul-de-sac conjonctival, un œdème conjonctival et palpébral, des papilles, des follicules, du fausse membrane, et puisque le patient va se frotter les yeux, il va contaminer l'œil adelphe et contaminer son entourage. Pour la conjonctivite néonatale, la gravité est qu'elle se fait sur un terrain fragile et que pour le gonocoque surtout, on peut avoir des complications cornéennes graves et cécitantes. La conjonctivite néonatale à gonocoque, en fait, actuellement, au jour d'aujourd'hui, on a entre 1000 et 5000 cécités cornéennes dans le monde. C'est une conjonctivite qui pose un problème mondial. Elle se déclare 3 à 5 jours
suivant la naissance, elle est bilatérale, suraiguë, avec un œdème important et des sécrétions purulentes abondantes. Et bien entendu, comme j'ai dit, l'examen bactériologique, il va montrer un diplocoque gram négatif. Et la complication majeure, c'est l'ulcération qui peut évoluer vers la perforation cornéenne. J'ai parlé en long et en large sur la prévention par instillation obligatoire et systématique à la naissance d'un collyre antibiotique à large spectre. Et le traitement OMS, c'est une dose unique de ceftriaxone à 50 mg kg au IM. Sinon, le claforan, 100 mg kg au IM. Bien entendu, en association avec l'oxytétracycline en pommade 4 fois par jour. Et cela va sans dire que les corticoïdes sont formellement contre-indiqués et peuvent aggraver un ulcère et donner une perforation cornéenne. La deuxième conjonctivite néonatale, c'est la conjonctivite à chlamydia, qui est bilatérale, mucopurulente, à pseudomembrane, qui survient 8 à 10 jours après la naissance. Et en fait, le grattage de la conjonctive va montrer des cellules, dans les cellules, des inclusions de chlamydia. Il faut toujours rechercher une pneumonie associée et on va traiter par une double antibiothérapie aussi bien locale que générale. Érythromycine, 50 mg kg jour, Péros pendant 14 jours, et puis soit une pommade oxytétracycline 4 fois par jour, soit de la rifamycine en collyre, 4 gouttes par jour. N'oubliez pas que le nouveau-né peut faire une conjonctivite à germe banal, avec des sécrétions purulentes, une hyperémie, des hémorragies conjonctivales, et plusieurs germes sont incriminés. L'Haemophilus influenza, qui lui est plutôt le germe des enfants, le staphylocoque, les streptocoques, les pneumocoques, et surtout les virus. Le pronostic est le plus souvent favorable, et puis on peut traiter par lavage oculaire, rifamycine collyre ou ophtalmique, afin de prévenir une voilà, j'allais venir là-dessus, puisque les nouvelles recommandations aussi françaises, elles disent qu'il ne faut plus donner d'antibiotiques dans les cas de conjonctivite et que ça va favoriser la sélection de germes résistants et que de toutes les façons, une conjonctivite, elle va guérir spontanément au bout d'une dizaine de jours. Mais là aussi, mes amis, l'OMS recommande de donner des antibiotiques pour les conjonctivites bactériennes afin de diminuer la durée d'évolution et de diminuer le pool contagieux de ces conjonctivites-là. Et d'ailleurs, une revue Cochrane qui est sortie en 2018, elle parle d'un effet, d'un raccourcissement de la durée et d'un effet sur le patient. Le patient, il va s'améliorer et il aura une meilleure qualité de vie. Donc, s'il vous plaît, mes amis, il ne faut pas suivre à la lettre ce que les Français disent. On vit dans un contexte particulier et il faut se fier à l'evidence-based medicine. Un petit mot sur les récidives unilatérales du conjonctivite bactérienne qui viennent toujours sur un même œil. En fait, il faut penser à l'imperforation congénitale du canal lacrymo-nasal. Chez l'enfant, c'est plutôt Haemophilus influenzae et streptocoque. C'est des conjonctivites aiguës mucopurulentes. L'évolution en général favorable avec une guérison complète. Mais n'oubliez pas, si on a des signes systémiques, il faut penser au syndrome otite conjonctivite, amoxicilline acide clave, Péros pendant 10 jours, et n'oubliez pas de faire passer l'enfant par le pédiatre. En cas de conjonctivite récidivante, il faut rechercher une imperforation des voies lacrymales, et n'oubliez pas le cas particulier de la conjonctivite ligneuse. C'est une conjonctivite aiguë membraneuse avec des signes systémiques satellites, une fièvre, une atteinte des voies aériennes, de la sphère urogénitale. Et en fait, en phase chronique, c'est un patient qui va faire plusieurs cas de conjonctivite, etc., etc. Et en phase chronique, après plusieurs années, il aura une infiltration palpébrale dure. L'étiologie est inconnue, mais une origine diphtérique est suspectée dans l'étiologie.
Alors, pour la conjonctivite bactérienne de l'adulte, il y a des signes d'orientation, mais c'est vraiment très vague. S'il y a une atteinte des voies lacrymales ou des paupières avec des chalazions, avec des ulcères catharaux, une kératite ponctuée superficielle, là, c'est le domaine du staphylocoque, vous le savez. Si on a une blépharite angulaire, une atteinte du concus externe, là, c'est plutôt la moraxella. Si il y a une urétrite, des arthralgies, n'oubliez pas de penser aux germes, aux maladies sexuellement transmissibles, gonocoque ou chlamydia. Et puis, si on a un syndrome oculoglandulaire de Farino avec des proliférations granulomateuses sur la conjonctive palpébrale supérieure, avec des adénopathies homolatérales, il faut plutôt penser à la maladie des gruves des chats, la tularemie, la sporotrichose, la tuberculose ou la syphilis. Alors, comme je viens de dire, dans la revue systématique Cochrane et les recommandations de l'OMS, lavage au sérum physiologique, antibiotiques à large spectre pendant 7 jours afin de limiter la durée de l'évolution, la gêne de patient et le risque de transmission. On pourra utiliser la rifamycine, l'acide fusidique, les tétracyclines, la tobramycine, la neomycine ou l'ofloxacine. La rifamycine a le taux le plus faible de sélection de mutants résistants. N'oubliez pas les règles d'hygiène et pour la femme enceinte, il faut plutôt mettre sous rifamycine ou fluoroquinolone. Alors, il y a aussi les conjonctivites à inclusion de l'adulte. C'est des conjonctivites chroniques, folliculaires, résistantes au traitement, généralement précédées d'un épisode aigu. À l'examen, on peut avoir une KPS, un micropanus de 1 à 2 mm, des fins infiltrats sous épithéliaux et une infiltration et un épaississement de la conjonctive. Un autre syndrome, c'est le syndrome de Fissinger-Loro-Héritaire, avec une triade clinique de conjonctivite, urétrite et atteinte articulaire. Après avoir, bien entendu, éliminé une atteinte, une maladie sexuellement transmissible, on va plutôt se pencher vers le syndrome de Fissinger-Loro-Héritaire, a fortiori s'il y a une uvéite qui va apparaître quelques jours après l'urétrite. S'il s'agit d'un sujet jeune, on va faire la HLA qui est positive, la HLA B27, qui est positive dans 40 à 60% des cas, et il y a toujours un risque d'évolution vers une SPA. Une autre pathologie, c'est la lymphogranulomatose vénérienne ou maladie de Nicolas Favre. C'est des manifestations génitales, un syndrome oculoglandulaire avec une conjonctivite papillaire hyperplasique et volumineuse adénopathie prétergienne et sous-maxillaire, avec une kératite associée avec des néovaisseaux, et on peut avoir aussi une iridocytose. Un petit mot sur le trachome, qui est une pathologie actuellement éradiquée en Tunisie, mais n'oubliez pas que les patients les moins jeunes gardent à ce jour les complications, aussi bien palpébrales, cornéennes et conjonctivales. C'est les patients qui auront des entropions, des trichésis secondaires à la rétraction cicatricielle du tarse, des complications cornéennes, infiltration stromale, néovaisseau, KPS, ulcère trachomateux, des complications conjonctivales avec une atrésie des forniques, une atrophie conjonctivale, l'absence de cellules à mucus, un syndrome sec qui va évoluer vers une opacification cornéenne, un xérosis, des complications lacrymales, une atrésie des points lacrymaux, des dactylocystites à répétition, et une anomalie des cils avec atrophie, rareté des cils ou hypertrophie. Bien entendu, le trachome actif, le traitement médical s'appuie sur une antibiothérapie orale à base de sulfamide, d'érythromycine ou de tétracycline pendant 3 semaines, ou par des tétracyclines en pommade pendant 6 semaines, ou sinon un macrolide en collyre 2 fois par jour pendant 3 jours. Et n'oubliez pas qu'on peut être amené à faire un traitement chirurgical
des complications conjonctivales, palpébrales et cornéennes du terminer les conjonctivites bactériennes, on va s'orienter vers les conjonctivites virales. Et là, c'est des conjonctivites qui vont apparaître par épidémie, qui touchent les collectivités, ce qui impose des mesures d'hygiène strictes. Elles sont souvent des conjonctivites folliculaires aiguës, rarement folliculopapulaires. On peut avoir un chémosis. En fait, les sécrétions sont peu abondantes. On peut avoir des hémorragies conjonctivales. L'adénopathie prétragienne est souvent présente et on peut fréquemment avoir une petite atteinte cornéenne à type de KPS, etc. On va commencer par la conjonctivite adénovirus, qui est la plus fréquente des conjonctivites virales. En fait, l'adénovirus, il y en a 72 types qui ont été classés en 7 sous-groupes de AAG. Le génotype majeur dans le Grand Tunis, c'est l'adénovirus D8. C'est l'étude qui a été menée à l'Institut Hederais il y a quelques années et qui a montré que 80% des adénovirus, c'était des adénovirus D8. 3 formes cliniques existent, la kératoconjonctivite épidémique, la fièvre adénopharyngo-conjonctivale avec une conjonctivite aiguë folliculaire hémorragique, une adénopathie prétragienne, des signes généraux, pharyngite, céphalée, malaise, myalgie, douleur abdominale, diarrhée, fièvre, et une contagiosité importante, qui est secondaire aux sécrétions respiratoires, comme la Covid. La kératoconjonctivite chronique, c'est une conjonctivite folliculaire aiguë, puis conjonctivite papillaire chronique avec des infiltrats sous épithète. La kératoconjonctivite épidémique, elle va toucher plutôt les adultes jeunes et les enfants. C'est des épidémies saisonnières. C'est une conjonctivite folliculaire rapidement bilatérale, parfois pseudomembraneuse, avec une atteinte cornéenne quasi fréquente, avec des KPS, des opacités numulaires sous-épithéliales blanchâtres, dans le stroma antérieur, qui ont un nombre variable, avec la baisse d'acuité visuelle conséquente. Le traitement, il va s'appuyer sur les agents mouillants, les AINS, les corticoïdes pour les opacités sous-épithéliales, mais n'oubliez pas que les corticoïdes augmentent le portage de virus et qu'il faudra l'utiliser 3 semaines après le début de l'évolution. Si on a une corticodépendance ou une hypertonie oculaire, on pourra utiliser la cyclosporine en collyre. Et si jamais on a des séquelles qui résistent à un traitement au long cours, on pourra utiliser la PKR. À part ça, il y a les conjonctivites herpétiques. Et mes amis, n'oubliez pas que l'herpès donne presque souvent sa signature dermatologique. Les conjonctivites herpétiques, c'est le plus souvent unilatérale, c'est la HSV1. Lors de la primo-infection, on a eu des lésions cutanées avec une blépharoconjonctivite et bien entendu les éruptions vésiculaires et un érythème des paupières associé à une conjonctivite. On peut avoir des ulcères conjonctivaux, parfois des KPS, on peut même avoir des petites ulcérations dendritiques. L'adénopathie prétragienne est souvent présente. Et en fait, l'évolution des lésions, c'est des vésicules qui vont donner des pustules, qui vont donner des croûtes et qui vont finalement s'ulcérer. Les réactivations des conjonctivites herpétiques de l'herpès en général, c'est lors du stress, du froid, de l'exposition aux ultraviolets, de l'immunodépression ou de la présence de maladies systémiques. Et bien entendu, pour les conjonctivites herpétiques, le traitement s'appuie sur les antiviraux en topique. Les autres virus qui peuvent donner des conjonctivites, c'est la varicelle, qui donne une conjonctivite folliculaire dont le traitement est symptomatique. Le zona ophtalmique, bien entendu, il va donner des conjonctivites folliculaires avec des vésicules, des fausses membranes. On peut avoir une kératite pseudo-dendritique. Et le traitement, ça va se baser sur le valacyclovir 3 grammes par jour pendant 7 jours. Et bien entendu, le diagnostic, il est
posée devant la présence de lésions typiques et de douleurs dans le dermatome associé. Le virus d'Epstein-Barr virus peut donner aussi une conjonctivite, les entérovirus, le molluscum contagiosum, le virus de la rougeole qui va donner une conjonctivite catarrhale avec une atteinte cornéenne parfois sévère, le virus de la grippe qui donne une conjonctivite folliculaire et le fameux coronavirus qui va donner une conjonctivite folliculaire qui peut être le signe révélateur de la maladie. Et d'ailleurs, je voudrais porter un hommage au docteur Lee, qui a été l'ophtalmologiste qui a découvert la présence de conjonctivite chez des personnes qui avaient des atteintes respiratoires qui pourraient être en rapport avec un nouveau virus et il est mort. Je voulais faire un petit hommage à ce grand monsieur. Alors, je vais passer très rapidement aux conjonctivites fongiques, qui sont très rares, qui sont l'apanage de patients diabétiques ou immunodéprimés. C'est des conjonctivites traînantes, résistantes à un traitement empirique. Et n'oubliez pas qu'on a une fréquence des formes pseudo-tumorales, mimant un nodule ou une tumeur conjonctivale. Alors, et puis, après la pathologie inflammatoire infectieuse, on va passer aux pathologies non infectieuses de la conjonctivite. Et là, je vais parler des conjonctivites allergiques. Et je vais rappeler que l'allergie, c'est une réaction anormale et excessive d'un organisme vis-à-vis d'une substance. La conjonctive est une porte d'entrée directe pour les allergènes. Et toutes les cellules impliquées dans l'allergie sont présentes au niveau de la conjonctive, les cellules de Langerhans, les éosinophiles, les lymphocytes, les plasmocytes, les mastocytes, les neutrophiles, et en plus des îlots nodulaires de lymphocytes et de macrophages. La conjonctive est un tissu effecteur potentiel de l'allergie. En fait, l'allergie oculaire, elle met en jeu essentiellement la réaction d'hypersensibilité immédiate IgE-médiée, ça veut dire de type 1, et la réaction d'hypersensibilité retardée de type 4. La prise en charge nécessite la coopération entre l'allergologue et l'ophtalmologie. Les différentes formes cliniques des conjonctivites allergiques, on a la conjonctivite allergique aiguë, qui est faite de conjonctivite allergique saisonnière, de conjonctivite pérannulaire. Sinon, on a d'autres formes cliniques qui sont la kératoconjonctivite printanière ou vernale, la kératoconjonctivite atopique, la conjonctivite gigantopapillaire qui est, elle, non allergique, et l'allergie de contact, l'eczéma des paupières, et qui est plutôt dermato-allergo. Alors, la conjonctivite allergique saisonnière, en fait, c'est la plus fréquente des allergies oculaires. 40% chez les enfants, 10 à 30% chez les adultes. C'est une réaction d'hypersensibilité immédiate de type 1. Elle est IgE-médiée par les mastocytes. Elle débute généralement au printemps suite à un contact direct avec un allergène auquel la conjonctive est déjà sensibilisée. Elle est souvent sous forme d'une rhinoconjonctivite et ce qu'on appelle le rhume des fourrins. Elle est souvent bilatérale et puis les signes fonctionnels, c'est surtout le prurite, les brûlures et à moindre degré, le larmoiement. En fait, les signes sont modérés, sauf si on a des épisodes aigus liés au contact d'une grande quantité d'allergènes, ce qui fait une conjonctivite allergique aiguë. Ça se fait par exemple lorsqu'on emmène l'enfant en campagne en plein printemps pendant les vacances, il rentre
les yeux rouges, gonflés, le nez bouché, avec un problème de suffocation de zone aiguë. Alors, en ce qui concerne la conjonctivite allergique saisonnière, on peut avoir un chémosis, des papilles de petite taille au niveau de la conjonctive tarsale, des sécrétions muqueuses. Et puis, les allergènes sont en fonction du calendrier pollinique. Alors, pendant la période avril-juillet, c'est les graminées. Les graminées, c'est les petits... vous voyez là, c'est comme des épis de blé qui existent sur les routes ou en campagne. C'est ça les graminées, c'est 50% des allergies pendant la période avril-juillet. Pendant la période janvier-avril, c'est plutôt les arbres, les cyprès, les oliviers, surtout en Tunisie. Et dans la fin de l'été, c'est plutôt les herbacées, c'est les petites herbes comme ça qu'on trouve, c'est comme de la pelouse. Et c'est ça ce qui va donner l'allergie à nos patients. D'un autre côté, on a les conjonctivites perannuaires qui sont secondaires à une hypersensibilité immédiate de type 1, IgE médié. En fait, c'est des symptômes qui sont discrets, qui évoluent depuis exacerbation. On peut avoir une petite hyperémie, quelques papilles, de rares follicules, et elles sont fréquemment associées à un syndrome sec, et elles sont déclenchées surtout par les acariens. Les acariens, c'est les allergènes qui sont présents dans la poussière de maison. Elle peut être déclenchée par les fanères d'animaux, pour ceux qui en ont, ou les plumes, pour ceux qui ont les oiseaux, ou sinon, c'est les moisissures chez les personnes qui ont un fort taux d'humidité dans leur maison. Le troisième type de kératoconjonctivite allergique, c'est la kératoconjonctivite vernale, qui est rare, qui est bilatérale, et qui répond aux deux types d'hypersensibilité, de type 1 et de type 4. Elle a une évolution perannuelle avec une recrudescence estivale pendant la période avril à août. Elle est favorisée par un climat chaud et sec, et elle peut être invalidante avec des troubles du comportement, un retard scolaire. Elle touche plutôt les garçons dans 65 à 80% et inférieurs à 10 ans dans 80% des cas. On doit rechercher un terrain atopique et en général, elle régresse après la puberté. Les signes fonctionnels sont surtout photophobie, des brûlures intenses, une atteinte palpébrale avec des papilles géantes, à la paupière sucre, des pavés, des sécrétions abondantes, épaisses, des pseudomembranes, une atrophie conjonctivale, un pseudoptosis. Une atteinte limbique avec une conjonctive limbique épaissie qui peut former un bourrelet gélatineux translucide, des nodules de transpasse et elle va signer l'évolution cornéenne peut être trouvée dans 3 à 5 ans et surtout à la toxicité des médiateurs de l'allergie, les eosinophiles majeurs basiques protéines. En fait, ça commence par une kératite ponctuée superficielle qui va évoluer vers l'ulcère vernal, qui est un ulcère épithélial, ovalaire, avec des bords légèrement surélevés, et une accumulation de cellules et de mucus. Et cette accumulation va évoluer vers la plaque vernale. Cette plaque vernale, c'est une plaque blanchâtre homogène, ancrée au fond de l'ulcère, et c'est le tiers supérieur de la cornée. Elle va entretenir l'inflammation oculaire, elle peut donner une néovascularisation cornéenne et elle peut donner des opacités stromales séquelles. La kératoconjonctivite atopique, elle est plus rare, elle est cécitante, elle va toucher l'adulte entre 30 et 50 ans, elle va toucher les hommes
beaucoup plus que les femmes, et il s'agit d'une kératoconjonctivite chronique sévère avec des manifestations atopiques. Il faut rechercher une dermatite, un asthme, une rhinite. Il y a une gêne fonctionnelle très importante et une atteinte conjonctivale qui va évoluer vers la chronicité, avec une conjonctivite chronique sévère des cul-de-sac inférieur, un syndrome sec, une fibrose conjonctivale, la présence de symblepharon, une atteinte palpébrale avec un eczéma, lichenification des paupières et une mébolie. On trouve une atteinte cornéenne dans 75% des cas, avec des KPS, des ulcères, une kératite marginale, des nouveaux vaisseaux, une sérinfection, et elle peut évoluer vers la cécité. Une autre entité qui est non allergique, certes, mais qui est propre à nous, ophtalmologistes, c'est la conjonctivite gigantopapillaire. Elle est d'origine non allergique. En fait, elle est secondaire à une libération d'histamine d'origine mécanique et inflammatoire. En général, c'est les lentilles de contact, souples, beaucoup plus que les rigides, les prothèses oculaires, les bulles de Trabé, les fils de suture, les matériels d'indentation en cas de décollement de rétine, les cols biologiques et la kératopathie en bandelette. Il y a des signes d'inconfort en cas de lentille de contact avec une mobilité anormale qui va donner un trouble visuel. Les signes fonctionnels, c'est les sensations de corps étranger, les ronds de taille sur la face tarsale des paupières, pour les lentilles souples. Donc, on ne connaît pas très bien en ophtalmologie, c'est l'allergie de contact, c'est l'eczéma des paupières et qui est appelée par les allergologues une blépharite allergique. Elle est rare, elle est bilatérale. C'est une hypersensibilité retardée de type 4 qui est médiée par les lymphocytes. Et les allergènes, c'est les collyres, les conservateurs, les cosmétiques. C'est un prurite, un larmoiement, et c'est des lésions des paupières supérieures surtout, avec des éruptions érythémateuses, véniculaires et saintantes, évoluant vers des creux. Et la prise en charge est dermatologique. Voilà un tableau récapitulatif avec les conjonctivites aiguës, saisonnières, perannuelles, la kératoconjonctivite vernale, atopique, et la kératoconjonctivite, la conjonctivite gigantopapillaire. Alors, le bilan allergologique, et ça, il faut bien le connaître, il faut commencer par un interrogatoire, demander un bilan biologique. Oui, messieurs, dames, il faut demander un bilan même quand on est ophtalmologiste. Et là, il faut savoir donner la main à nos amis allergologues pour rechercher une sensibilisation allergique, soit par des prick tests, soit par des tests de provocation conjonctivale. Je vais y revenir. L'interrogatoire doit être minutieux, très patient, avec les antécédents personnels et familiaux d'allergie. La présence d'autres manifestations allergiques va conforter le diagnostic d'allergie. Une rhinite, un prurite nasal, un écoulement, une obstruction nasale, un éternuement en salle, parfois anosmie, une conjonctivite, ça vous le connaissez, un asthme, des crises de dyspnée, paroxystique, sifflante, des manifestations cutanées avec un urticaire, un eczéma, préciser le début de la rétracticité, etc. Rechercher des facteurs déclenchants, une infection ORL, un stress, un effort, un examen, et étudier l'environnement de vie de notre patient. Il s'agit d'une zone rurale, de l'habitat, l'existence de vergers, l'humidité, le chauffage, la tapisserie, la moquette, les animaux dans l'entourage, le tabagisme des parents, l'environnement professionnel, scolaire ou en crèche. Et bien sûr,
le profil psychologique de notre patient. Il faut rechercher une atopie. Et là, je rappelle que l'atopie est définie par la présence de 2 critères sur 3. Les antécédents personnels ou familiaux d'atopie, d'asthme, d'eczéma, de dermatite atopique, de rhinite allergique ou d'allergie alimentaire. La présence d'une hyperéosinophilie sanguine supérieure à 600 éléments par millimètre cube et des IgE totales sanguines supérieures à 120 unités internationales par millilitre. Donc, pour dire qu'un patient est atopique, il faut avoir 2 critères sur 3, l'hyperéosinophilie, les IgE totales ou les antécédents d'atopie ou d'autres manifestations allergiques. Comment rechercher une sensibilisation allergique? C'est le dada des allergologues. On va faire, puisque dans l'ophtalmologie, c'est plutôt l'allergie immédiate, donc on va rechercher ça par des tests cutanés pour l'allergie immédiate de type 1, IgE médié, c'est les prick tests. Les prick tests, on va mettre une goutte d'allergène et piquer par un petit pic juste au niveau du derme pour rechercher une réaction allergique immédiate. Si on a une conjonctivite parannuelle, là, je vous ai dit, il faut rechercher les acarnias, les fanères d'animaux, l'alternatia alternata, la moisissure ou les blattes. Si l'allergie est saisonnière, on va rechercher les graminées, les herbacées, un mélange d'arbres. Et n'oubliez pas que chez l'enfant, il faut toujours faire des petits tests alimentaires parce qu'il y a une allergie alimentaire presque toujours associée. On va rechercher l'allergie aux arachides ou à l'œuf. Bien entendu, avant de faire le prick test, il faut arrêter les antihistaminiques 4 à 7 jours avant. Par les AINS, les corticoïdes, les psychotropes, le diabète ou l'insuffisance rénale. N'oubliez pas qu'on peut doser les IgE spécifiques en fonction de la présomption clinique. Je peux par exemple doser les IgE si je suspecte fortement les moisissures, les IgE spécifiques alternata alternaria. Sinon, on peut faire, actuellement, il y a les batteries de tests de dépistage multi-allergiques. À partir d'un seul prélèvement, on peut rechercher plusieurs allergies. Et si jamais les résultats sont non concordants avec la clinique ou les tests sont négatifs et quand même on a une allergie qui est confirmée, on peut indiquer un test de provocation conjonctivale. Ce test-là, il va commencer, en fait, on va instiller des doses progressives de l'allergène présumé. Bien entendu, on va faire un test de provocation conjonctivale pour un type d'allergène bien particulier. Olivier, blatte, pollen, etc. On va instiller des doses progressives afin de confirmer son implication dans les symptômes. Ça doit être fait dans une structure adaptée où il y a un ophtalmo, un allergologue et un réanimateur. Et bien entendu, on ne peut pas le faire si le patient est en poussée. Si on est en pleine saison allergique pour cet allergène-là, ça veut dire que les allergènes, des pollens, etc., ne seront pas faits au printemps, mais plutôt en hiver. Il faut arrêter tous les collyres 48 heures, les antihistaminiques féroces pendant 2 semaines et le kétotifène 21 jours avant. Bien entendu, on va faire un examen à la lampe à fente avant de commencer. On va coter rougeur, larmoiement, échymosis de 0 à 3 et le patient va coter son prurite de 0 à 4 et ça va nous donner le score basal. Et puis, on va commencer par instiller de l'allergène prédilué au niveau de l'œil droit, du sérum physiologique à l'œil gauche. On va coter à 15 minutes. Si le score est négatif, on va instiller à 30 minutes la dilution suivante, qui est plus concentrée.
Alors, on va arrêter le test si le score basal va être multiplié par 2 ou s'il est supérieur à 5. Et bien entendu, suivi médical à l'unité pendant 2 heures et à domicile pendant 24 heures. Et un petit mot sur le test de provocation conjonctivale. Là, à l'ARAL, il y a la Covid qui est venue pendant 2 ans gâcher notre travail, mais on est en train de travailler avec l'équipe de pneumo de l'hôpital Charles-Nicolle. Ils ont tout le matériel nécessaire. Ils ont même eu les petites doses d'allergènes en collyre. On a tout arrêté en 2019 et on espère reprendre cette activité d'ici quelques mois. Alors, la prise en charge de l'allergie, la chose la plus importante, puisque c'est une réaction anormale et excessive d'un organisme vis-à-vis d'un allergène, c'est d'éviter cet allergène-là et de travailler sur les facteurs de risque d'allergie, traiter symptomatiquement et, pour les cas, faire une désensibilisation, ça veut dire une immunothérapie allergique. L'éviction de l'allergène, c'est la première étape pour limiter les symptômes. Pour les allergies aux animaux, c'est simple, il faut éviter tout contact avec l'animal en question. Pour les pollens, c'est vraiment difficile. Elle est contraignante parce que les pollens sont transportés par l'air ambiant. Mais pour les pollens, n'oubliez pas, mes amis, c'est une hygiène de vie. Pour cet enfant qui a une allergie au pollen, il ne faut pas l'amener en campagne pendant le printemps pour voir les prés. Il faut le laisser à la ville. Quand on est en voiture, il ne faut pas laisser les fenêtres ouvertes. Il faut fermer les fenêtres. Il faut qu'il porte des lunettes de soleil pendant la période allergique, avec une casquette, avec des manches longues, pour se couvrir et pour se protéger de ce pollen. Pour l'allergie aux acariens, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. C'est d'aérer régulièrement l'habitation, maintenir la température entre 18 et 20, supprimer tout ce qui est moquette, tapis et laver les sols à l'eau fréquemment, passer régulièrement l'aspirateur et il ne faut pas utiliser le balai, équiper la laiterie de housses de protection contre les acariens, préférer les couettes synthétiques facilement lavables. Bien sûr, il faut limiter les peluches, les laver régulièrement à 60 degrés et donner des armoires fermées plutôt que des étagères et éviter les tentures ou tous les revêtements muraux ou les rideaux où peut se nicher la poussière. Pour la moisissure, aération, ventilation régulière, pour laisser rentrer la lumière, nettoyer à l'eau de javel tout ce qui est poubelle, les salles d'eau, les cadres des fenêtres. Il faut veiller à maintenir un taux d'humidité de 50% au maximum. Il y a les petits bacs qui se vendent qu'on met dans la chambre et qui vont aspirer tout ce qui est humidité. Si on a des plantes d'intérieur, il faut retourner la terre, changer périodiquement les filtres des climatiseurs et des systèmes de chauffage par air poussé. Et puis, pour la pollution environnementale, c'est éviter le tabagisme actif ou passif. Le traitement symptomatique de l'allergie va reposer sur une action complémentaire des antihistaminiques qui vont limiter les manifestations aiguës de l'allergie, qu'ils soient généraux s'il y a une rhinite associée ou si le traitement local est insuffisant. En local, on a la Levofta, l'allergie flash, la lévocabastine, on a la zélastine, la zéale, et on a la phényramine qui est présente dans le LRJ. En plus des antihistaminiques, on a les antidégranulants mastocytaires qui, eux, ont une action sur la phase inflammatoire de l'allergie. Le chef de file le plus ancien, c'est l'unichrome, le chromoglucate de sodium.
l'anaga, l'anaxia ou nabat, l'olopatadine, l'opatanol et le clotiphène qui a une petite action anti-dégranulants mastocytaires, l'ouzalène. N'oubliez pas qu'on peut donner des anti-inflammatoires, féroces ou locaux, afin de diminuer la phase aiguë. Le dernier volet de l'allergie, c'est la désensibilisation, l'immunothérapie allergénique. En fait, on va donner une tolérance de l'organisme vis-à-vis d'un allergène. Elle a une efficacité inconstante sur les manifestations oculaires, mais c'est le seul traitement capable d'agir sur les causes de l'allergie respiratoire en ciblant la cause de l'allergie. Elle a pour objectif de prévenir les symptômes et de modifier le cours naturel de l'allergie. Il y a deux types. La voie sous-cutanée, celle qui est la plus ancienne, et depuis une dizaine d'années, la voie sublinguale. Le traitement se fait à domicile par des petits granulés qu'on met sous la langue, et c'est la voie sublinguale. Mais n'oubliez pas que la durée minimale pour l'immunothérapie allergique est de 3 ans. En pratique, conjonctivite saisonnière, lavage au sérum phi, antidégranulants mastocytaires locaux et antihistaminiques locaux et généraux. On peut utiliser des anti-inflammatoires, éviter les conservateurs, préférer les ophtalmos. Conjonctivite perannuelle, éviction d'allergènes, lavage au sérum phi. Bien sûr, éviter les conservateurs, les antidégranulants mastocytaires, les anti-H1. Si forme sévère, on peut utiliser les corticoïdes. Si poussée aiguë invalidante, on peut proposer les INS. Et en fait, n'oubliez pas que l'immunothérapie spécifique, elle est rarement proposée dans les formes oculaires pures. Il faut avoir au moins une rhinite associée. Pour la kératoconjonctivite vernale, n'oubliez pas la prise en charge psychologique de l'enfant, l'hygiène palpébrale, les armes artificielles sans conservateur. Il faut utiliser les antidégranulants mastocytaires féroces ou topiques, les antihistaminiques, les corticoïdes locaux, mais ne jamais oublier qu'on peut avoir des complications. La cyclosporine en collyre et le traitement chirurgical de la plaque. Pour la kératoconjonctivite atopique, éviction de l'allergène et des substances toxiques ou irritantes, lavage des culs de sacs conjonctivaux afin d'éviter la fibrose, traitement des blépharites, les antigranulants mastocytaires et anti-H1 oraux, les corticoïdes en période inflammatoire, la cyclosporine, mais surtout, le traitement des complications. Pour la conjonctivite gigantopathique, ou de la prothèse oculaire, on va proposer des antidégranulants mastocytaires, plus ou moins des corticoïdes. Il ne faut pas négliger la méthode simple permettant de limiter les poussées. Ils vont diminuer l'intensité des poussées en diminuant le contact avec l'allergène. Lunettes protectrices, casquettes, fermer les fenêtres de la voiture et limiter les circonstances qui augmentent l'hyperactivité non spécifique, le stress, l'effort et les impacts. Je sais que j'ai pris beaucoup de retard, mes amis. Je vais terminer très rapidement par la pathologie dysimmunitaire. Ça sera une revue très rapide. Alors, on va commencer par la pemphigoïde oculaire cicatricielle. C'est une maladie auto-immune, sous-épithéliale du sujet âgé. Elle affecte par prédilection la muqueuse buccale et conjonctivale, rarement la peau, et l'immunofluorescence directe trouve des anticorps localisés au niveau de la membrane basale épithéliale. Ça va commencer par une gingivite érosive associée à une conjonctivite unilatérale. On va avoir des sécrétions filamenteuses, une rougeur, des KPS. Et l'évolution va se faire par des épisodes récurrents, une bilatéralisation. Et à la fin, on aura une fibrose sous-épithéliale. C'est des fines stries blanches au niveau des conjonctivites tarsales, un comblement du cul-de-sac inférieur,
la présence de symblepharon, onkylosymblepharon. Le traitement local se base sur les lubrifiants, le sérum autologue. On peut essayer les bouchons lacrymaux, les injections sous-conjonctivales de corticoïdes. Et n'oubliez pas que les traitements par voie générale est indispensable et qu'on est amené à donner des corticoïdes, mais n'oubliez pas les effets secondaires. On peut donner aussi les immunosuppresseurs, les immunoglobulines par voie générale, et on va être amené à faire un traitement chirurgical des séquelles. Un petit mot sur le syndrome de Stevens-Johnson et de l'AL. En fait, ils ont été réunis dernièrement comme étant une entité nosologique clinique et immunopathogénique seule. Il s'agit d'éruptions bulleuses mucocutanée aiguë, de gravité très variable, affectant l'adulte jeune, pouvant intéresser toutes les muqueuses dans la conjonctive. Les facteurs déclenchants habituels sont soit des agents infectieux, soit des médicaments, et le mécanisme est probablement immunoallergique. Elles peuvent mettre le pronostic vital dans les formes majeures. Dans le Stevens-Johnson, on a une conjonctivite aiguë qui va évoluer vers des complications oculaires chroniques parfois très sévères. On aura une fibrose cicatricielle conjonctivale, symblepharon, ankyloblepharon, entropie entricrasis, une sécheresse avec des érosis oculaires, avec toutes les complications, abcès, d'ulcères, etc. Le traitement général des formes aiguës se fait dans les unités de soins intensifs. Le traitement oculaire de la phase aiguë, c'est une lubrification des yeux, une corticothérapie par voie générale, locale. On peut être amené à donner des immunosuppresseurs. Et n'oubliez pas le traitement chirurgical des séquelles, favoriser la cicatrisation de la surface oculaire, greffe de membrane amniotique, de cellules souches limbiques, de muqueuses buccales, des vers scléraux, reconstruire l'architecture conjonctivo-palpébrale et enfin, après avoir tout fait, restaurer la transparence par une greffe cornéenne lamellaire, transfixance, une kératoprothèse ou même une ostéo-odontoprothèse. Un petit mot sur la maladie du greffon contre l'autre. Suite à une greffe de moelle osseuse allogénique, la compatibilité HLA n'étant jamais complète, les cellules immunocompétentes du greffon vont attaquer le receveur. Lors de la maladie du greffon contre l'autre aiguë, on aura une conjonctivite aiguë, mais le passage à la chronicité va donner une atteinte de la conjonctive et de la glande vertébrale qui va donner une conjonctivite chronique fibrosante avec un œil sec. Le syndrome sec est pratiquement constant dans cette maladie au point d'en constituer un critère diagnostique et ce qui va donner des complications cornéennes. Le traitement se base sur des substituts lacrymaux, des corticoïdes, de la cyclosporine, le sérum autologue et le traitement des complications cornéennes. Alors, rapidement, d'autres maladies systémiques peuvent donner une atteinte conjonctivale, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la pyélonite noueuse, le syndrome de Churg-Strauss, la granulomatose de Wegener, la sclérodermie, la maladie de Crohn et la sarcoïdose. Alors, avant de vous remercier pour votre patience, la conjonctivite adénovireuse est la plus fréquente des conjonctivites virales. La corticothérapie doit être débutée après la 3e semaine d'évolution et il faut savoir gérer la corticodépendance. La conjonctivite allergique pose le problème de l'allergène en cause qu'il faudra rechercher impatiemment. Les conjonctivites chroniques posent le problème de la gestion chirurgicale des complications conjonctivo-cornéennes et nécessité d'une collaboration avec les dermatos, les allergologues, les internistes et les stomatologues. Je vous recommande la lecture du livre Allergie oculaire. Bien entendu, le rapport de la Société française d'ophtalmologie surface oculaire et un très bon livre, Cicatrizing Conjunctivitis. Merci beaucoup et j'espère vous retrouver dans quelques dizaines de minutes. Inch'Allah, je dois arrêter le partage. Merci, Dr. Boukeri, pour ce cours exhaustif.
qui concerne donc la pathologie conjonctivale. Si vous avez des questions, on peut libérer rapidement Dr Bouquet. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut passer à Dr Ben Achour qui va nous présenter le cours de l'empreinte conjonctivale. Très bien, بربي هدى Oui, s'il te plaît كي تبداو تقريو le brûlure vous me faites signe, on vous d'accord? tient au courant. يلا D'accord. salut, hein. Bye bye. Yaïch, merci beaucoup, Dr Boukeli. Bonjour tout le monde. Donc on passe à une méthode d'exploration de la surface oculaire qui est l'empreinte conjonctivale. Vous voyez mon écran? Pas encore. C'est bon, Tawa. Mais juste, est-ce que vous pouvez augmenter choyer le volume? On n'écoute pas très bien. Soude parasité. Maintenant ça va? Ça va, pour la présentation, c'est bon. Juste qu'elle dit choyer le has. Normalement on a un micro à 100%. Comme quelques parasites, Manach, est-ce que c'est le micro ليش interférence مش ميكرو محلول لا لا ما فهمش juste نتاعي ونتاعك mais par contre ممكن من عندك انت. مازال parasite هكا هو اي بارازيتي اما كان ما نجمش تريقلو مش مشكله نبداو جوست طلع شويه الحس باش نجمو نسمعو خير. d'accord. Sinon بعد البرزنتاسيون الأخرى توا l'échange de coordinateurs. D'accord. Je vais essayer de changer de coordinateur. Donc on va parler de l'empreinte conjonctivale, qui est une méthode développée à la fin des années 1970. C'est une technique facilement reproductible, non une très peu invasive et rapide et quasiment indolore. Elle permet le recueil des cellules épithéliales conjonctivales et des squames afin de faire une analyse biologique des maladies de la surface oculaire. Donc on va parler de l'analyse cytologique standard et puis on parlera d'autres analyses plus spécialisées. Donc les principes et les techniques de cette analyse. Le recueil des cellules sera effectué à l'aide de filtres ou de membranes non stériles, pas forcément stériles, de taille et de forme variée, de l'ordre de 13 mm. Donc les filtres sont appliqués à l'aide d'une pince en plastique, généralement à un usage unique. Et de façon générale, on applique ces filtres sur la conjonctive vulvaire supérieure et selon notre objectif, on peut appliquer sur d'autres localisations ou d'autres sites. Donc les filtres ou les membranes utilisées sont de structure et de composition variées. On utilise des filtres d'acétate de cellulose afin de faire une cytologie classique. Des filtres de polyéther sulfone qui sont réservés aux techniques de microscopie confocale, de cytométrie en flux ou de biologie moléculaire. Donc il faut savoir qu'il s'agit d'une technique préleveur dépendante, puisque la pression exercée
va définir le nombre, la quantité et la qualité des cellules prélevées. Donc, la pression doit rester la plus légère possible. On fait une simple application suivie du décollement du filtre ou de la membrane. La zone du prélèvement dépend de la pathologie sous-jacente. Il est important de prélever les empreintes toujours au même endroit dans la même pathologie pour le même patient pour pouvoir comparer les résultats des prélèvements. Donc, on aura besoin de filtres selon notre objectif. Donc, ici, les filtres sont en ester de cellulose destinés à l'examen cytologique standard, une paire de gants, un tube par patient pour le recueil des empreintes contenant une solution de phénomène à 10%, une pince en plastique stérile pour saisir les membranes et les appliquer sur la conjonctive de cette pince à usage unique, un pot stérile pour conserver les membranes de chaque patient. On peut aussi utiliser un dispositif de recueil stérile et à usage unique appelé iPrime qui permet de standardiser le mode de prélèvement, c'est-à-dire donner une certaine pression, la pression la plus légère possible. Donc, ça permet de standardiser le mode de prélèvement. La membrane utilisée dans le iPrime est en polyéther sulfone, stérile et préinstallée dans le dispositif, appliquée sur l'œil à l'aide d'un piston. Donc, comme on voit ici, la zone de l'empreinte conjonctivale, la zone prélevée, au niveau du cadran ici inférieur, temporal inférieur. Donc, la cytologie conjonctivale. 3 types de populations cellulaires conjonctivales peuvent être observées sur les empreintes conjonctivales. On a les cellules épithéliales, les cellules à mucus, et on va voir les cellules inflammatoires. Ici, sur cette étude cytologique, on a, sur un prélèvement d'empreintes conjonctivales, on a des cellules épithéliales conjonctivales, donc des petites cellules, et les grosses, ce sont les lymphocytes et cellules à mucus. La densité diffère selon l'endroit, donc elle est plus importante sur la conjonctive palpébrale nasale, plus que temporale, plus que la conjonctive bulbaire près du cornix, et au niveau du limbe, les cellules sont très rares, et bien évidemment, on va passer à l'empreinte cornéenne et les cellules à mucus disparaissent. Donc, leur perte, ou la perte des cellules à mucus, est la marque des syndromes secs et leur présence sur les empreintes cornéennes est pathognomonique de la conjonctivalisation qui est un problème associé au déficit en cellules souches lymphocytes. C'est sur les empreintes cornéennes qu'on trouve des cellules à mucus, c'est que il y a une conjonctivalisation de la cornée et une invasion conjonctivale de la cornée qui est généralement associée au déficit en cellules lymphiques et insuffisance lymphique. Troisième type de cellules, ce sont les cellules inflammatoires. Ce sont généralement des polynucléaires neutrophiles, des eosinophils, des cellules dendritiques, des cellules de l'adhérence et des populations de lymphocytes localisées dans l'épithélium ou migrant depuis les coffrets sous-épithéliales. Donc, comme on voit ici, plusieurs cellules, des lymphocytes et des eosinophiles. Donc, on peut ici trouver, par exemple, sur cette groupe des cellules épithéliales contenant le snake-like chromatine ou des inclusions intra-épithéliales. Donc, voilà des cellules avec un aspect, la chromatine elle est noyée et en forme de serpent. On peut trouver, et généralement c'est un signe de syndrome sec, mais on peut le trouver de façon physiologique chez les patients âgés. On peut trouver aussi d'autres micro-organismes sur les empreintes conjonctivales. Donc l'analyse de ces différentes populations cellulaires apporte des informations importantes concernant le statut de la surface oculaire. L'analyse cytologique permet d'évaluer la taille, le nombre, la densité, les modifications pathologiques des cellules qu'on vient de décrire, et de côté la métaplasie squameuse, particulièrement dans l'œil. Donc comme on voit ici, voilà, il y a plein
des problèmes, enfin d'anomalies en rapport avec une métaplasie spongineuse. Donc on voit un rapport nucléoplasmique qui commence à être de plus en plus diminué, une chromatine qui est de plus en plus dense, comme vous voyez, des membranes nucléaires irrégulières, des nucléoles qui sont de taille importante. Donc, sur cette route, il y a plein d'anomalies qui témoignent de la métaplasie spongineuse. Diverses classifications ont été proposées permettant de coter les altérations cytologiques pour aider au diagnostic et au suivi. Donc, voilà, sur cette diapo, il est très chargé. On a les 3 classifications, mais dans un souci de simplification, on va parler surtout de la classification la plus utilisée, qui est la classification des notions. Comme vous voyez ici, la première classification, on a 6 grades, 6 stades, de 0 à 5. Le deuxième et la troisième, on a 4 grades, de 0 à 3. Et donc, pour la classification des médecins, on va parler de cette classification. Les paramètres qu'on va tenir compte, ce sont surtout la taille des cellules épithéliales, la forme des cellules épithéliales, le noyau, taille et coloration, le rapport nucléoplasmique, la densité ou la quantité des cellules adipeuses et la coloration du cytoplasme. Et ce sont les critères qu'on va en tenir compte pour faire la classification. Donc, pour les yeux normaux, la quasi-totalité des yeux normaux ont des empreintes conjonctivales cotées de grade 0 ou 1, selon la classification. Donc, pour le grade 0, les cellules épithéliales sont petites et rondes, avec un cytoplasme iosinophile. Les noyaux sont de grande taille, basophiles, avec un rapport nucléocytoplasmique de 1,5. La densité des cellules adipeuses est élevée, de l'ordre de 500 cellules par millimètre carré, avec un cytoplasme intensément POS. Même au niveau du grade 1, même avec des cellules épithéliales un peu plus larges et de forme polyédrique et des noyaux de petite taille, avec un rapport nucléoplasmique de 1/3, et même avec la diminution des cellules adipeuses entre 350 et 500 cellules, qui garde une forme arrondie avec un cytoplasme intensément PS positif, on est pratiquement dans la normalité et dans tout ce qui est physiologique. Et généralement, les patients n'ont pas, dans ces grades, n'ont pas de signes ni de symptômes. De très grandes variations peuvent être observées dans des états physiologiques en fonction de la localisation du site de prélèvement, en fonction du sexe, du cycle ovulatoire, de la prise ou non de contraceptifs, de l'heure de recueil des cellules, qui est variable dans la journée, et même avec l'âge. Donc, le rapport nucléoplasmique diminue avec l'âge, de façon physiologique, et mais les aspects de Snake-like chromatine ont été retrouvés chez 39% des sujets âgés au nord de toute pathologie de la surface oculaire. Le contact des cellules adipeuses semble ne pas être influencé par eux. C'est-à-dire que si on a une diminution en dessous de 350 cellules par millilitre, c'est pathologique et c'est en rapport avec une altération de la surface, non pas uniquement les symptômes secs, mais autres pathologies qu'on va voir tout à l'heure, ce sont les conjonctivites chroniques, la rosacée oculaire, aussi l'iatrogénie, l'utilisation au long cours des colliers antivibreux et le port prolongé de l'outil. Toutes ces conditions aboutissent toujours à une baisse importante et parfois une disparition totale des cellules annexes. La perte des cellules adipeuses et la métaplasie squameuse sont des signes non spécifiques de la kératose épithéliale. Comme je viens de vous dire, ce n'est pas un signe uniquement de symptômes secs, ce sont d'autres pathologies qui peuvent annoncer, qui peuvent aboutir à cette décapitation sans syndrome sec, tel que le port prolongé de l'anticontact, puisqu'on est dans un souci de pathologie. On va parler de ça de façon plus détaillée dans d'autres signes. Donc,
Pour les cellules épithéliales, en dehors de la quantité, subissent des transformations importantes, surtout au niveau de la forme, un allongement cellulaire, un gonflement, une augmentation de la surface cytoplasmique, entraînant une diminution du rapport nucléocytoplasmique de 1 à 1 huitième. Donc, une hypnose nucléaire aussi et l'apparition du snake-like chromatique. Donc, quelques applications clinico-pathologiques des empreintes conjonctivales classiques. Dans le cas de l'étude des conjonctivites allergiques, l'empreinte peut identifier des eosinophiles qui sont très évocateurs de phénomènes allergiques. Donc, on va voir ici, je vais agréger quelques donc, comme vous voyez, les cellules des eosinophiles, c'est l'aspect plus dense, plus petit, plus dense, avec un noyau polylobé. Ce sont des eosinophiles. Donc, dans certains cas sévères de kératoconjonctivite vernale, des acarins ou même des insectes ont pu être retrouvés. Donc, ça témoigne des probables témoins probables de l'auto-inoculation par des mouvements de grattage. Donc, ici, on a une kératoconjonctivite, donc des mouvements de grattage qui vont induire une auto-inoculation d'insectes ou de parasites. La présence de parasites va entretenir et stimuler les réactions inflammatoires localisées. Donc, plus de mouvements de grattage et on a le cercle vicieux qui va entretenir ces phénomènes d'inflammation et d'allergie au niveau de la surface oculaire. Donc, d'autres techniques donc on va étudier sur l'empreinte conjonctivale. On a parlé de la cytologie simple, standard, et aussi on passe à d'autres techniques d'immunocytologie. Donc, l'utilisation de membranes transparentes avec l'analyse en lumière blanche comme en fluorescence, par exemple sur les membranes Biocore, Vivicell et Millipore, avec l'utilisation d'un microscope confocal a rendu possible les techniques d'immunofluorescence directement sur ces empreintes. Donc, on peut passer à des études plus spécialisées d'immunomarquage. On va voir surtout, par exemple, les techniques d'immunoperoxydase peuvent être utilisées aussi sur les empreintes conjonctivales et de nombreux marqueurs peuvent être utilisés pour identifier les cellules, non pas sur le plan quantité et morphologie, mais aussi sur le plan activation, fonction et physiologie. Donc, ces marqueurs peuvent être utilisés pour analyser les épithéliums de surface à la recherche de réactions inflammatoires. Ces techniques d'immunocytologie ne permettent pas, par contre, de quantifier de manière fiable les marqueurs d'activation. Ces analyses morphologiques peuvent être complétées par des techniques de quantification, en particulier par la cytométrie en flux. Donc, ces techniques peuvent montrer les marqueurs, peuvent confirmer la présence de réactions inflammatoires par ces marqueurs, mais pour les quantifier, on aura besoin de la cytométrie en flux. Ces techniques permettent la détection de très faibles concentrations de cellules, aussi faibles que 100 à 500 cellules par millilitre, et elles permettent également l'exploration de leur fonction physiologique. Donc, activité. Dans ce cadre, j'ai détaillé le principe, mais je pense que ce n'est pas très intéressant de connaître le principe de la cytométrie en flux. Pour la technique, elle est réalisée par les cytologistes. Donc, cette technique est précise, reproductive, et 3 pathologies principales ont directement bénéficié de cette technique. Ce sont l'allergie, les syndromes secs et les atteintes toxiques. Donc, les maladies de la surface oculaire sont associées à différents types d'altérations cellulaires. En dehors de la perte de cellules à adipus, il y a des réactions métaplasiques qui induisent une exfoliation cellulaire progressive et une desquamation, et aussi il y a une augmentation en parallèle du nombre de cellules inflammatoires dendritiques associées à l'activation des cellules épithéliales sur un mode inflammatoire, c'est-à-dire que les cellules sont activées sur un mode inflammatoire, c'est-à-dire il y a expression des
des biomarqueurs de l'inflammation. Comme on voit ici sur cette empreinte moyenne, il y a un nombre élevé de cellules desséchées ou desquamées, c'est comme une exfoliation dans le fluide lacrymal, et cette lésion entraînera secondairement un ulcère vernal chronique, comme vous voyez sur l'examen biomicroscopique. Donc ici, une kératoconjonctivite vernale responsable d'une dessiccation cornéenne centrale. Les principaux marqueurs pour l'exploration des pathologies de la surface oculaire, donc on a parlé de la perte de cellules, des réactions métaplasiques et de l'augmentation des cellules inflammatoires, mais aussi il y a une détection anormale d'apoptose cellulaire avec plusieurs signes d'apoptose cellulaire, on va pas entrer dans les détails, des phénomènes immuno-inflammatoires avec l'expression de plusieurs molécules et antigènes pro-inflammatoires, et la présence des récepteurs chimiotokines, surtout CCR5 dans le syndrome de Sjögren et CCR4 dans la kératoconjonctivite vernale. Les applications aux techniques de biologie moléculaire, donc on a parlé de tout ce qui est cytologie standard, de tout ce qui est immunofluorescence, immunoperoxydase et immunocytologie. Et maintenant, on passe à la génétique et la biologie moléculaire. Donc, les membranes de polynucléaires Stéphane permettent de recueillir 1 à 2 mg d'ARN total. Et par exemple, dans le syndrome sec auto-humain et le syndrome de Sjögren, il y a une implication de l'interleukin-6. De nombreuses autres cytokines ont été recherchées. Plusieurs interleukines sont les détaillés sur l'affaire des généticiens et des immunologistes. Les empreintes conjonctivales ont permis de mettre en évidence qu'un polymorphisme du gène THDS1 serait un facteur de prédisposition de kératoconjonctivite inflammatoire après chirurgie. C'est important de le connaître, mais comme toute pathologie, et pas uniquement la surface oculaire, il y a des témoignages, lorsqu'on fait le codage génétique, il y a des témoignages de prédisposition génétique au polymorphisme d'un gène en particulier. Donc, les empreintes conjonctivales en PCR offrent la possibilité d'étudier les transcrits de nombreux médiateurs ou récepteurs à grande échelle et d'envisager ainsi la possibilité de découvrir des biomarqueurs pour les diagnostics des pathologies de la surface oculaire. On comprend que ce ne sont pas des méthodes, des techniques, des examens complémentaires de pratique courante, c'est essentiellement pour la recherche, pour la science et pourquoi pas pour les découvertes diagnostiques et donc thérapeutiques. Si on comprend les mécanismes immunologiques physiopathologiques, on peut concevoir des thérapeutiques qui ciblent selon la pathologie, qui cible la pathologie du surface de façon plus spécifique. Donc voilà un tableau qui résume les biomarqueurs en fonction de la pathologie. Donc, si on a dans une pathologie, dans un syndrome sec, si on a dans une déparite ou dysfonctionnement microbien, si on est dans le cas d'allergie, de vernal et autres, et même on voit sur ce tableau l'orbitopathie thyroïdienne, valvulienne, et elle a des marqueurs bien particuliers précisés. Et pourquoi pas, on va le voir tout à l'heure, d'autres pathologies qui ne sont pas ophtalmologiques. Donc voilà sur ces images, donc images de microscopie confocale. Donc ici, les deux premières photos et la troisième à gauche, ce sont des images de microscopie confocale de pointe conjonctivale, mais pour la dernière, il s'agit d'une imagerie in vivo. Sur les premières, on a l'immunomarquage des cellules à mucus, comme vous le voyez en vert, et ici, avec la méthode de l'immunofluorescence verte, on voit la métaplasie squameuse dans le syndrome de Sjögren. Pour la troisième photo, ce sont les cellules de Langerhans sur une empreinte conjonctivale
c'est une image de microscopie confocale sur empreinte conjonctivale, mais pour la dernière, c'est une microscopie confocale in vivo et qui montre des cellules dendritiques. Donc voilà, plusieurs articles ont parlé de cette technique, l'empreinte conjonctivale utilisée, par exemple ici dans le syndrome 7, traité par l'antisclérale. Il y a aussi dans la pathologie pemphigoïde qu'on vient de voir tout à l'heure dans les pathologies générales telles que la colite ulcérative, il y a une étude cytologique qui est bien particulière chez ces patients. Il y a aussi une étude qui a parlé des utilisateurs d'écran et même on a étudié la relation entre l'obésité, l'insulinérésistance et l'empreinte conjonctivale. Pour conclure, les empreintes conjonctivales offrent de manière peu invasive et quasiment indolore un tapis cellulaire propre à l'analyse des pathologies de la surface musculaire. Les cotations en cytologie standard sont très utiles pour détecter et mesurer le degré de sécheresse musculaire, des phénomènes inflammatoires ou allergiques, donc pour mesurer le degré de sécheresse musculaire et des phénomènes inflammatoires et allergiques. De nouvelles techniques d'immunocytologie, de cytométrie en flux et de biologie moléculaire ont élargi le spectre d'utilisation des empreintes conjonctivales et il s'agit d'un puissant outil d'analyse clinique et de recherche permettant d'évaluer des niveaux thérapeutiques et d'identifier les nouveaux médiateurs impliqués dans la sécheresse oculaire. Et je vous remercie. Je m'excuse pour la qualité du son. Merci beaucoup, Dr Benachour. Donc, normalement, à partir de ce cours, il n'y aura aucune question sur les empreintes conjonctivales. C'était clair et exhaustif. Vous avez déjà des questions avant de passer à la présentation suivante? Dr Najmi, Oui. pour le son, est-ce que je peux maintenir je préfère maintenir cet ordinateur et je n'arrive pas à améliorer la qualité du son. Si vous arrivez quand même à m'écouter ou m'entendre, je préfère garder cet ordinateur pour les prochaines fois. هو هكا il est pas assez parasité mais إذا كان طلع شوية في الvolume on arrivera à... C'est le maximum. Voilà, خاطر c'est parasité. مش مشكلة de toute façon. Bon. Je vais essayer de trouver des solutions. Sinon, je vois que Dr Bouled est connecté. Oui, bonjour. Dr Bouled dit bonjour. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Aïe. Ramadan Mabrouk. Je crois que Ramadan Mabrouk, oui. Bah, après les Écosses, c'est pas évident. Je commence par les lésions dégénératives. Oui, bien sûr, sans problème. Okay. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, on la voit. Donc, on va voir les lésions dégénératives de la conjonctive. Alors, la conjonctive est exposée aux agressions du milieu extérieur, soleil, vent, poussière, froid. Donc, les lésions dégénératives sont des pathologies multifactorielles qui sont souvent liées au climat et à l'activité du patient, mais aussi à la faculté de protection de l'œil. Donc, c'est les patients qui vivent dans les pays les plus chauds qui sont les plus exposés. Et ces lésions dégénératives sont tout simplement représentées par le ptérygion et le pinguiculum. Donc, le ptérygion, c'est une lésion fibrovasculaire, conjonctivale, bénigne, relativement fréquente, du moins dans notre pays,
empiétant progressivement sur la cornée. Donc, le ptérygion est caractérisé par une évolution lente, dirigée vers le centre de la cornée. Dans certains pays, elle peut représenter un problème de santé publique. En Tunisie, le sud, il y a un nombre, donc la pathologie est très fréquente et peut poser justement des problèmes de prise en charge. Alors, la prévalence est extrêmement variable d'une région à l'autre, mais ce qui est sûr, c'est le rôle des ultraviolets, que ce soit dans les pays très ensoleillés, mais aussi dans les pays où il y a beaucoup de neige, du fait de la réflexion des rayons ultraviolets par la neige. Donc, il y a une exposition très importante. Mais d'autres facteurs interviennent également, notamment le sexe masculin, le milieu rural, certaines professions à risque, où les patients sont exposés donc, à des conditions climatiques qui favorisent la survenue du ptérygion, à savoir les agriculteurs, les soudeurs ou les marins, un environnement sec et chaud, la poussière, et tous les processus responsables d'une irritation chronique de la surface oculaire. Donc, à chaque fois qu'il y a une irritation chronique, il peut apparaître un ptérygion. Alors, la physiopathologie est incomplètement élucidée, c'est une affection multifactorielle, mais le rôle des ultraviolets est un rôle majeur et parfaitement admis. Alors, pourquoi est-ce que le ptérygion apparaît dans la très grande majorité des cas en nasal? En fait, c'est dû à ce qu'on appelle l'effet Coroneo, du nom de celui qui a décrit cet effet. En fait, quand il y a les rayons ultraviolets qui vont arriver en temporal, ils vont être donc réfléchis au niveau nasal. Et on va avoir un rayonnement nasal qui peut être 20 fois plus important que le rayonnement qui survient au niveau temporal. Donc, l'inverse est très rare, puisqu'il y a la racine du nez qui protège contre le rayonnement. Donc, c'est pour cela que le ptérygion se trouve surtout en localisation nasale et très rarement temporale. Donc, les rayons ultraviolets vont entraîner un stress oxydatif au niveau cellulaire, vont être responsables. Donc, qui dit stress oxydatif dit sécrétion de radicaux libres, protoxyde d'azote, qui va entraîner des dommages de l'ADN au niveau des cellules épithéliales limbiques et des cellules fibroblastiques. Ces cellules épithéliales altérées vont donc migrer le long des membranes basales du limbe, de la cornée et de la conjonctive. Elles vont aussi sécréter des métalloprotéinases qui peuvent détruire la couche de Bowman et associer à des phénomènes de fibrose, de métaplasie, d'angiogénèse, d'afflux de cellules inflammatoires. Tout ceci va être responsable de cette hyperplasie qui caractérise le ptérygion, qui favorise l'apparition donc du ptérygion en dehors de l'exposition aux ultraviolets, notamment l'hérédité, certaines formes autosomiques. Le rôle viral a été également proposé mais aussi rôle du plexus nerveux. En effet, les ultraviolets, par le biais d'un neuropeptide qui est la substance P, peut entraîner un chimiotactisme des cellules immunitaires qui va augmenter la production des cytokines et la migration des fibroblastes. Alors, sur le plan clinique, les signes fonctionnels peuvent être dominés par une gêne esthétique, mais aussi une irritation oculaire avec sensation de sécheresse oculaire, sensation de corps étranger. Et le patient peut consulter pour une baisse de l'acuité visuelle progressive. Et à la lampe à fente, on peut avoir ce qu'on appelle les îlots de Fuchs, qui sont des îlots grisâtres sous-épithéliaux en avant de la tête du ptérygion. Et on peut
ce qu'on appelle la ligne de Stoker. Comme on voit sur la topographie. Donc, qui va montrer un aplatissement nasal localisé entre la tête du ptérygion et l'apex cornéen, avec normalité de l'hémiméridien temporal opposé. Alors, en fait, cet astigmatisme n'est pas dû à une traction exercée par le ptérygion, mais plutôt à la constitution d'un lac lacrymal à cet endroit. D'ailleurs, on peut avoir une différence significative de l'astigmatisme cornéen avant et après tamponnement des larves. Alors, les autres dégénérescences, pathologies dégénératives, je vous les présenter dans le cadre du diagnostic différentiel, puisqu'elles posent moins de problèmes thérapeutiques que le ptérygion, notamment le pinguécula, qui est une lésion dégénérative, conjonctivale, jaunâtre, adjacente au limbe nasal ou temporal, mais qui n'envahit pas la cornée. Elle a la même origine physiopathologique que le ptérygion, et certaines pinguéculas peuvent évoluer vers un authentique ptérygion. Les ptérygorides correspondent à des proliférations fibroconjonctivales d'aspect proche, mais présentant toujours une cause évidente, soit une kératoconjonctivite atopique sévère ou une brûlure oculaire séquelaire. Et la localisation peut se faire sur toute la périphérie du limbe. D'autres diagnostics différentiels importants avec le ptérygion correspondent aux tumeurs conjonctivales et limbiques. Il peut s'agir de papillomes, de lymphomes, de névus, de mélanome ou de carcinome épidermoïde du limbe, ou de kystes dermoïdes ou épidermoïdes, qui peuvent se localiser en région supérotemporale, près du rebord orbitaire, et peuvent s'étendre vers la conjonctive et dans l'orbite. Et la localisation limbique est classique. Donc, parfois, la présentation clinique du ptérygion est typique. Il n'y a pas lieu de poser des diagnostics différentiels, mais quand la localisation donc de la lésion ou bien l'aspect clinique est suspect, il ne faut pas hésiter donc à évoquer les autres diagnostics différentiels. Alors, le traitement préventif doit correspondre au premier traitement qui va reposer sur la protection contre les ultraviolets et bloquer les rayonnements à l'origine de l'effet coronéo. Des lunettes simples ne peuvent ne pas être suffisantes. Il faut des branches de lunettes larges, ou un foulard ou un chapeau, du moins pour les gens qui sont très exposés aux ultraviolets ou de par leur résidence dans un pays chaud ou de par leur profession. Le traitement curatif repose sur l'exérèse chirurgicale. Donc, c'est une anesthésie locale. On utilisera la lidocaïne non adrénalinée par voie sous-conjonctivale. L'excision doit être complète sur une zone de 4 à 6 mm en arrière du limbe pour éviter les rétractions secondaires. Et l'objectif du traitement, c'est d'obtenir une surface parfaitement lisse et régulière après une hémostase cogneuse et de choisir une technique qui donne le minimum de récidive. Alors, quelles sont les indications opératoires? Soit devant une gêne esthétique, parfois c'est le patient qui réclame de se faire opérer. Sinon, lorsqu'il existe une baisse de l'acuité visuelle secondaire à un astigmatisme ou à un envahissement de l'axe optique, à ce moment-là, l'indication opératoire est indiscutable. En cas de diplopie ou d'inflammation locale récidivante. On dispose de 4 techniques. Les 2 premières qui sont l'excision pure avec mise à nu de la sclère ou bien fermeture, donc suture conjonctivale simple, sont de moins en moins pratiquées puisqu'elles exposent un risque de récidive important. Sinon, la technique de référence reste l'excision associée à des techniques de greffe de la surface oculaire, ou bien on peut aussi utiliser des traitements antimitotiques. Donc, les traitements antimitotiques reposent sur la mitomycine C et le 5-fluorouracil, qui sont utilisés dans la chirurgie du glaucome, mais qui sont aussi utilisés pour la chirurgie du ptérygion. Le but, c'est d'inhiber les fibroblastes de la capsule de tenant. La mitomycine C, donc il faut savoir que son application doit être